inviterait... Voilà, ça marche. Nous vous invitons à regagner vos places, donc pour que le congrès puisse reprendre le plus rapidement possible, puisque nous avons déjà presque 1 heure de retard. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Mireille Dubois-Chevalier, qui est médecin sexologue installée à Paris, on se connaît depuis de très très longues dates, j'ose pas dire le nombre d'années, qui va nous parler que faire face à un mariage non consommé. Merci. Bonjour et merci aux organisateurs de me donner ce temps de parole puisque c'est mon dernier temps de parole en tant que médecin sexologue dans la mesure où j'interromps cette activité-là à la fin de l'année. Donc, que faire face à un mariage non consommé ? La première des choses, c'est que face à ce titre, mariage non consommé, j'ai commencé par chercher dans nos livres de référence quels étaient les chapitres consacrés au mariage non consommé. Alors, je suis preneuse si quelqu'un me donne cette information. Est-ce que ça apparaît dans un manuel ? Je n'ai pas trouvé. Ce qui renvoie bien cette notion de mariage non consommé à la société, puisque c'est un vocable que nous utilisons, c'est un vocable qui est utilisé sociétalement, et ça renvoie nécessairement à ce qui est la notion de mariage, bien sûr, avec toute une histoire et toute une tradition en droit, évidemment, mais surtout religieux, et ça renvoie à ce que disait Gemma ce matin. Donc, mariage non consommé, ça renvoie effectivement à consommation. Qu'est-ce que signifie consommation ? Cet état de ce qui est mené à son accomplissement, à sa perfection. Donc, on peut imaginer que la relation sexuelle, le rapport sexuel, est mené à sa perfection lorsqu'il y a pénétration, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, de la non-pénétration et de l'incapacité à accomplir cette pénétration. Et puis, ça évoque aussi un symptôme qui va perdurer dans un lien conjugal établi dans une vie régulière conjugale évoquée sous ce titre. Donc, ça renvoie nécessairement à l'idée de couple. Alors, le plan que je vais suivre, c'est donc qu'est-ce que c'est que ce mariage non consommé, avec quelques notions sur le choix réciproque des partenaires. Ça a été déjà évoqué, on ne se choisit pas au hasard. Et qu'est-ce que c'est que la dynamique de couple ? Et de ce fait, on sera amené à évoquer les particularités du partenaire, de la vaginique. Et puis, ça a été évoqué aussi ce matin, le moment du couple, c'est-à-dire le moment où ce couple vient en consultation et de ce fait, qu'est-ce qu'il demande au fond ? Ça aussi, ça a été évoqué, c'est que derrière le vaginisme peut se découvrir, se révéler un problème sexuel du partenaire, éjaculation précoce, et plus spécifiquement dysfonction érectile. Alors, ça renvoie aussi à qu'est-ce que c'est que le mariage aujourd'hui, et le mariage a bien évolué, d'abord parce que pour un certain nombre de couples, eh bien, il n'y aura pas de possibilité de procréer, et pour autant, ils sont bien en couple, et à ce moment-là, qu'est-ce que sexualité signifie, puisque cette idée de mariage non consommé découle du religieux et découle du fait que le mariage est avant tout le lieu de la procréation et que mariage sans procréation, c'est inimaginable. Mais aujourd'hui, le couple entre homosexuels, par définition, exclut la procréation, en tout cas entre les deux êtres ensemble. Et à ce moment-là, le sens de la relation sexuelle va peut-être évoluer et faire que la pénétration n'aura plus du tout, dans les années à venir, peut-être que nous ne le verrons pas, peut-être dans les siècles à venir, du tout la même place. Et puis de la même façon, chez les âgés, eh bien, la place de la pénétration, qu'est-ce que ça signifie à partir du moment où peut-être il y a des troubles de l'érection,
des sécheresses vaginales qui interdisent la pénétration. Donc dans tout acte sexuel, est-ce que la pénétration va garder la même place ou est-ce que cette activité sexuelle, cette relation sexuelle, c'est avant tout un moyen privilégié de communication et non plus de procréation? Donc le choix réciproque des partenaires, eh bien, ça va faire appel, ça va s'étayer sur des aspects particulièrement archaïques de la personnalité de chacun, donc les aspects les plus mal contrôlés de lui-même, en même temps, bien sûr, que la satisfaction de certains des désirs. Mais donc, on ne se choisit pas au hasard et probablement que dans ces couples qui s'installent dans la durée avec une femme qui est atteinte de vaginisme et son partenaire, chacun n'a pas choisi l'autre tout à fait par hasard. Donc ce choix réciproque de partenaires, il va se faire avec des forces centrifuges et des forces centripètes. Des forces centrifuges, bien sûr, les aspirations fusionnelles, celles-là, elles sont assez conscientes, mais aussi des tendances régressives, le besoin de sécurité le plus archaïque qui soit, par exemple, et évidemment, nous n'avons pas tous le même niveau de besoin de sécurité. Des pulsions prégénitales. Alors, les pulsions prégénitales font partie de l'établissement de la relation sexuelle, de comment va s'organiser la relation sexuelle au sein d'un couple. Et en fonction de telle ou telle pulsion prégénitale prédominante, et ça a été évoqué aussi, l'idée par exemple de Brunehilde, de cette femme Brunehilde, où il va y avoir cette pulsion agressive de castration, cette espèce de fonctionnement sadique anal qui va être de castrer le partenaire. Et puis des mécanismes de défense, bien sûr. Alors là, on est vraiment dans ce qui est centripète. Et chez la vaginique, évidemment, et je mets comme Sophie Berville des guillemets à la vaginique, c'est des mécanismes de défense. Ça va être une défense contre l'intrusion, contre l'intromission, contre ce qui fait déséquilibre, ce qui met en déséquilibre toute intrusion dans sa bulle, en quelque sorte. Donc cette dynamique de couple qui va s'établir à partir de ce choix réciproque des partenaires, c'est un compromis pour chacun des partenaires avec des mécanismes d'amplification, des mécanismes de diminution. Je ne peux pas être satisfaite en tant que femme sur le plan de l'implication de mon mari du côté des tâches ménagères, ce qui est très classique. Et à ce moment-là, moi, je vais diminuer ma capacité à exprimer de l'affection, aller vers lui. Voilà, un mécanisme de diminution très classique. Robert disait tout à l'heure dans les vaginismes secondaires, quelque chose de réactionnel à une conjugopathie. Oui, il va y avoir petit à petit des diminutions, mais aussi des mécanismes d'amplification. Tout le monde a pu expérimenter que le côté agressif, le côté colérique chez moi peut tout à fait être mis en exergue et démultiplié par une personne particulière en face. Il se trouve que si c'est mon partenaire de vie, il va y avoir des mécanismes d'amplification importants. Donc cette dynamique de couple, elle s'établit entre intention explicite et puis intention implicite, intention inconsciente, avec en particulier, donc on l'a vu chez la vaginique, le refus de soumission, le désir de punir, de castrer ou de culpabiliser, et puis de dévaloriser l'homme dans l'expression de sa sexualité. Et puis, de la même façon, il y a aussi un élément où cette femme va craindre, va éviter d'assumer les composantes agressives de sa propre sexualité. La sexualité féminine, on parle d'agressivité phallique, on va y revenir, mais du côté féminin, de la même façon, une femme qui s'est appropriée sa sexualité, qui l'a apprivoisée et qui est acteur de sa sexualité, il y a une composante agressive de la même façon.
Donc ce système, structuré certes sur des bases affectives, avec un projet implicite de longue durée, va avoir des fragilités. Chacun des deux partenaires va avoir des fragilités et qui peut les amener donc à sacrifier la dimension érotique du plaisir, voire la dimension érotique tout court de la relation, sur l'autel de la sécurité intérieure. Et donc c'est ce mouvement dialectique qui va opposer autonomie et dépendance. Donc on peut le représenter comme ça. Évidemment, là, on est dans le mariage non consommé. Donc j'ai mis H et F à l'intérieur des petits ovales. Mais vous pouvez mettre H et F par rapport au couple en général, et vous aurez exactement la même chose. Les couples homosexuels n'échappent absolument pas à la règle. Ils s'établissent sur les mêmes règles, pour autant qu'il y ait un projet dans la durée. Donc, et ça a été dit aussi, ce couple, lorsqu'il vient en consultation, il a établi sa sexualité, organisé sa sexualité, s'est équilibré, non pas sans pénétration, mais avec le symptôme, et c'est bien ce qu'il faudra garder en tête. Et donc, cette femme impénétrable, est-ce qu'on peut parler d'homme impénétrant? Et donc, ça demande de se poser la question des spécificités de ce partenaire de la vaginique. Donc, cette femme, on l'a dit, les hommes ont besoin de sexe, ils risquent de me quitter, elle fantasme qu'elle risque d'être abandonnée, mais à côté de ça, il est vraiment très doux et très patient. Ça, je crois que sur les consultations de vaginisme, c'est ce que j'ai le plus entendu dans ma vie, mais qu'est-ce qu'il est doux et patient, quelle patience il a avec moi. Mais par contre, de la même façon, cet homme est renvoyé à ne pas brusquer, ne pas faire mal, ne pas être agressif, être respectueux. Ça aussi, c'est ce qu'on entend le plus. Je la respecte parce qu'évidemment que face à ce vaginisme, il est lui renvoyé au fantasme d'être un homme violeur, en quelque sorte, s'il force. Donc, agressivité phallique, oui, elle est mise à mal dans le vaginisme, mais en même temps, on peut suspecter que déjà, son agressivité phallique n'est pas quelque chose de très affirmé chez lui. Et cet homme, donc, n'est pas en couple avec une vaginique s'il a une agressivité phallique à peu près normale, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire normal? Mais en tout cas, à peu près affirmée, à peu près assumée. Et par contre, il peut être en couple avec une vaginique, mais alors à ce moment-là, j'ai vu ça une fois en particulier, il était vraiment là pour régler des comptes avec la femme, au sens générique du terme, et tout l'intérêt qu'avait pour lui cette femme qui avait un problème de vaginisme, c'était de passer son temps à la dévaloriser, à l'agresser verbalement, à la traiter vraiment d'incapable, d'insatisfaisante, etc. Sinon, la plupart du temps, eh bien, effectivement, il est relativement opiniâtre, et c'est ce qui a été dit aussi, ce couple équilibre sa sexualité avec le symptôme, sans pénétration, et avec du désir, avec une activité sexuelle tout à fait satisfaisante en dehors de cet élément pénétration. Parfois, par contre, quand il y a une agressivité phallique très défaillante, on va dire, eh bien, lui, il est tellement culpabilisé à l'idée de solliciter sa partenaire qu'il se retire. Il se retire de l'idée même de sexualité. Et donc, on va avoir un couple sans sexualité. Évidemment que ce n'est pas là le pronostic le meilleur quand on voit arriver ce couple qui vient, en règle générale, dans ce cas-là, vraiment pour avoir un enfant. Le motif de consultation, il est assez clair dans ces cas. Et puis évidemment que ça peut aussi, le train peut en cacher un autre, tout simplement masquer son déficit à lui, son trouble à lui, et de ce fait, le vaginisme l'arrange bien et il ne va pas être très intrusif pour essayer de régler le problème. Donc, confiance en soi, affirmation de soi, eh bien, ça évolue au fil du temps et c'est ce qui fait qu'on ne va pas voir les couples, le moment où ils viennent consulter est assez déterminant puisque ça peut arriver que ce soit à l'occasion d'une évolution de partenaire. J'ai vu un couple une fois où l'homme du couple donc, avait eu une formation
en développement personnel, affirmation de soi, dans le cadre de son activité professionnelle. Et tout d'un coup, ça avait déclenché chez lui que tout ce qui se passait dans le couple depuis 7 ans, c'était plus possible, et que maintenant, il avait fait tout ce qu'il avait pu, il avait tout essayé pour faire évoluer les choses. Sa femme, elle n'avait pas consulté, n'avait pas bougé, et que maintenant, ça suffisait, que lui ne ferait plus rien du tout, et que maintenant, c'était elle, un ultimatum, où elle réglait le problème, ou c'était le divorce. Donc, crise de couple. Là, on est exactement dans cette crise de couple. Là, en plus, avec un ultimatum, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans la crise de couple, l'ultimatum est implicite, puisque qui dit crise de couple dit remise en cause profonde du lien conjugal, avec une évolution vers une redéfinition de ce lien conjugal, ou bien une séparation. On n'est jamais sûr que ça ne va pas finir par une séparation. Ou bien le désir, je dis impératif, impérieux, tyrannique même d'enfants, parce que lorsqu'elles arrivent en consultation, ces femmes qui viennent au motif du désir d'enfant, en règle générale, il est devenu particulièrement tyrannique. Donc, que faire ? Eh bien, je n'hésite jamais à rappeler que la cible, c'est le couple quand même. Alors, bien sûr, dans le mariage non consommé, mais en règle générale, si on suit les préceptes de Masters et Johnson, qui, ne l'oublions pas quand même, sont nos grands maîtres en sexologie, hein, c'est la relation conjugale qui est le sujet à traiter, donc bien sûr à évaluer, et ce qui doit aboutir à une transformation des relations hommes-femmes. Vous voyez à quel point c'est ambitieux, hein. Hélène Kaplan, donc Masters et Johnson, c'est surtout sur la cible. Hélène Singer-Kaplan, c'est sur les causes immédiates, donc cette anxiété de réussite, anxiété de performance, côté féminin, côté masculin aussi dans ce mariage non consommé, mais aussi les causes lointaines avec les différentes grilles, hein, et quand on parle de castration, quand on parle de déni par rapport à sa propre sexualité, évidemment qu'on est plutôt dans une lecture psychanalytique. Et puis, Poudage-Arous, parce que l'approche va être vraiment cognitivo-comportementale, c'est classique, mais avec cette idée que c'est un trouble fonctionnel, que c'est un circuit dysfonctionnel, donc, et que l'objectif thérapeutique va être de créer un circuit fonctionnel. Donc, à quel niveau intervient-on ? Eh bien, l'évaluation, et Sophie l'a bien montré, hein, tous les premiers échanges avec cette femme, cet homme, ce couple, cette évaluation, c'est déjà une intervention. Nombre de patientes, nombre de couples reviennent à la deuxième consultation en disant à quel point la première les a soulagés, les a apaisés, parce que d'abord ils ne sont pas tout seuls, parce qu'ils se sentent moins anormaux, parce qu'ils ont pu en parler, ils sont sortis de quelque chose qui était très entre eux, et souvent, même la plupart du temps, ça n'a été dit à personne, cette difficulté de consommation du mariage. Et puis, bien sûr, la définition des objectifs avec chacun des partenaires, et aussi, d'ailleurs, hein, avec soi-même comme thérapeute. Ça a été un petit peu évoqué, ça aussi, hein. Donc, l'idéal du thérapeute, c'est un changement de relation homme-femme, on vous l'a dit, donc de schéma, de schème de représentation, où il ne s'agit plus d'avoir une rencontre pénis-vagin comme l'aboutissement, l'accomplissement parfait de la sexualité, et non plus d'avoir une sexualité normale, mais d'avoir un érotisme, une relation érotique satisfaisante, ce qui est vraiment autre chose. Donc, de passer d'une représentation programme qui se déroule en lien avec la procréation à une rencontre érotique. Et c'est Bataille qui dit que l'érotisme, c'est ce qui met l'être en question, c'est dire si c'est fragilisant.
Donc, dans la répartition des rôles, du côté de la vaginique, elle va être en situation d'apprentissage, de faire des exercices. Alors, on essaye de parler plutôt d'expérimentation. Ses caractéristiques, c'est que c'est une très bonne élève, mais comme tous les bons élèves, elle est en attente de l'approbation. Ça a été dit aussi ce matin. Mais le partenaire, il faut aussi lui expliquer qu'il a un rôle à jouer, et un rôle vraiment non négligeable, en termes d'accompagnement. Alors, accompagner, c'est tenir la main, c'est être à côté et donc encourager, valoriser, favoriser que cette femme, quand elle rentre chez elle le soir, elle a un temps de vie personnelle. Ça, c'est pareil. Ils sont bien fusionnels, souvent, ces couples. Et quand vous dites qu'il va falloir qu'elle prenne du temps pour elle, pour faire ses expérimentations, ses exercices, elle vous dit: ah, mais c'est pas possible, je suis jamais seule chez moi. Mais vous vivez dans 10 mètres carrés et vous avez juste l'espace cuisine et salle de bain chez vous. Ah non, 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 j'ai une chambre, j'ai une salle de bain. Oui, à ce moment-là, vous vous isolez éventuellement dans la chambre. Ah, mais ça, c'est pas possible. Je passe tout mon temps avec mon partenaire dès que je suis chez moi. Et puis même si j'envisage de passer mon temps un petit peu isolé, il est à côté, il va m'entendre. Et ça aussi, c'est difficile de défusionner, de s'imaginer indépendante. Donc, c'est bien évidemment des choses qu'il va falloir travailler. Et puis le thérapeute, ça y est. Donc l'idée, c'est que chez la vaginique, il me semblait que j'avais mis, voilà, c'est ça, le thérapeute d'abord. Donc chez le thérapeute, s'il reste sur son idéal de changement de paradigme, effectivement, ça peut être compliqué pour lui. Cette idée de changement de relation. Alors nous sommes singulièrement, chaque individu, un élément de l'humanité qui, par l'effet papillon, peut changer l'humanité. On est bien d'accord? Et donc, si on projette sur ce couple homme-femme, si on l'investit de ce rôle de changer la relation homme-femme et dans cette perspective de changement de l'humanité, ça va peut-être être beaucoup pour lui. Donc, est-ce qu'on est dans cette perspective, dans cette projection, on pourra dire, ou est-ce qu'on est simplement dans l'attente de rendre cette femme perméable à la pénétration, ce qui n'est pas du tout la même chose. Évidemment qu'il y a tout un spectre entre les deux. L'idée, de toute façon, c'est d'aider. Mais aider comment? Et c'est aussi ce qui a été dit, c'est là où il s'agit de singulariser cette prise en charge au fur et à mesure des consultations. Donc cette vaginique crée un nouveau conditionnement, un circuit de fonctionnalité, découvrir, traiter la phobie, donc déjà faire prendre conscience qu'il s'agit d'une phobie. Donc de quelque chose qui effectivement est plus fort que soi dans le registre de l'intromission, avec exposition, désensibilisation, étape par étape, avec donc ce programme de création d'un circuit psychomoteur fonctionnel de cette sphère génitale. Donc évoluer vers un changement de représentation de toute façon, au moins sur cette zone génitale, sur cette sphère génitale, passer de la passivité, de la soumission, de, qu'est-ce que c'était, serrer les dents tout à l'heure, donc supporter, à quelque chose qui est actif, être agissant, et donc accueillir, agir son corps, non pas agir sur son corps, mais agir son corps comme médiateur de la relation. Donc les moyens, on l'a dit, relaxation. Alors la relaxation, on va y revenir, c'est un but et moyen en même temps, c'est-à-dire que c'est un but en soi de lâcher prise, parce que si on veut ouvrir le cœur de la cible, en quelque sorte, il va falloir ouvrir la périphérie aussi. On ne peut pas ouvrir le cœur sans ouvrir le reste du corps. Mais c'est aussi le meilleur moyen pour s'entraîner à la réceptivité. Si on veut être dans l'optimisation de la réceptivité des sensations, et ça aussi ça a été dit, que les sensations sont au centre pour faire évoluer les choses,
eh bien, optimiser cette réceptivité, cette conscientisation des sensations, c'est passer par de la relaxation. Alors après, ça s'appelle hypnose, méditation, bon, peu importe comment ça s'appelle, mais voilà, c'est aller se centrer sur soi, se détendre, lâcher prise et se connecter avec les éprouvés corporels. Et puis, petit à petit, on ira vers cette exploration de la sphère génitale, donc vulve, vagin, au miroir, puis au doigt. Et là, je rejoins vraiment Robert, au sens où l'avantage du doigt, c'est que c'est quand même notre troisième œil, que grâce au toucher, on va former une image et que rien ne peut remplacer l'image formée par le doigt. Et de la même façon, je crains quand même moins mon doigt que tout autre objet, puisque par définition, je crains l'intromission. Donc, le premier apprivoisement, ça va être l'apprivoisement du doigt. Hein. Donc, les bougies, donc j'y suis relativement peu favorable, sauf qu'à un moment donné, évidemment, vous l'avez compris, c'est un travail d'imaginaire aussi. Et dans cet imaginaire, on a bien vu comment le partenaire, dans ce dessin du poignard, le partenaire lui-même se perçoit comme trop agressif vis-à-vis de la vaginique, mais la vaginique aussi perçoit ce pénis comme objet contondant, pénétrant, tuant en quelque sorte. Et à un moment donné, dans ces étapes, on va arriver à ce que l'imaginaire doive arriver à neutraliser le pénis, neutraliser la symbolique du pénis. C'est un objet comblant. C'est un objet comblant comme un autre, le pénis. Donc à ce moment-là, le doigt est un objet comblant, une courgette est un objet comblant, une bougie est un objet comblant, etc. À ce moment-là, la bougie prend tout son sens parce que c'est un équivalent. Et le doigt du partenaire a fortiori. Hein. Et je leur fais imaginer aussi que le pénis a été greffé à la place du doigt de la main ou que le doigt de la main a été greffé à la place du pénis. Hein. Voilà, tout ça, c'est la neutralisation de la représentation symbolique du pénis pour arriver à en faire un objet réel et non pas un objet fantasmé. En tout cas, évidemment, le plus réel possible, on va dire. Hein. Et de la même façon, donc, les exercices de Kegel, qui sont ce travail de contraction-décontraction, qui servent non pas à muscler le périnée, c'est un peu comme dans l'éjaculation précoce où les patients arrivent en ayant fait des tas d'exercices de Kegel pour muscler le périnée. Non, ce n'est pas pour muscler le périnée, c'est pour prendre conscience du périnée. Mais oui, c'est très efficace dans ce registre-là de pouvoir prendre conscience, d'agir son vagin, d'être acteur et puis de communiquer à terme avec le pénis. Elles en feront peut-être rien, mais au moins on peut l'évoquer. C'est un mode de communication avec le partenaire, hein, ce muscle du périnée. Le travail en kiné, alors la place du travail en kiné, là de la même façon, Sophie l'a un petit peu dit, à quel moment on peut faire travailler ces femmes avec du biofeedback, le passage des bougies dans le cabinet de kinésithérapeute. Alors, elles sont, il ne faut pas le perdre de vue, très bonnes élèves et très dépendantes de l'approbation et très dépendantes tout court. Si elles n'ont pas travaillé en amont, le fait que ce n'est pas l'autre qui va résoudre leurs problèmes, mais elles, ça risque d'être un moyen et ne rien produire. Donc, toujours garder à l'esprit que ce travail de kinésithérapie, il s'intègre. On peut que ce soit qui que ce soit qui fasse ce travail autour du périnée, il s'intègre dans le fait de s'approprier les choses. Hein. Donc, ne pas confondre la fin et les moyens, ça aussi, je travaille beaucoup avec elles dans ce registre-là. Les exercices, les expérimentations, ce sont des moyens. Si on ne se souvient pas de ce qu'on poursuit comme but à travers un exercice donné, ça ne sert à rien de le répéter ad libidum mécaniquement. Donc à un moment donné, on introduit le partenaire dans la démarche thérapeutique parce qu'il a eu son rôle donc à la maison d'accompagnement, d'écoute, d'encouragement, de vérification entre guillemets, vérifier sans contrôler. Et puis, à un moment donné, il va intervenir en termes de massage relationnel, c'est-à-dire qu'ils vont refaire ensemble le trajet qu'elle a fait, elle, seule, de son côté,
parce que le massage relationnel, Robert en a parlé, le Sunset Focus, va permettre tout simplement de mettre relationnellement en place la détente, le lâcher-prise, la condition de possibilité d'être à l'écoute de son propre corps. Et puis à ce moment-là, il y aura l'intromission du doigt du partenaire, le massage au niveau du muscle, l'intromission pénienne progressive, en se souvenant des fragilités de ce partenaire. Donc, en conclusion, la sexualité est toujours en même temps somatique, ancrée dans une réalité matérielle. Donc, on va avoir une thérapie par l'action psychologique, une expérience de soi, du monde, des autres, du corps, de la relation du corps à corps. Donc, c'est une sexo-psychothérapie ou une psychosexothérapie, selon dans quel ordre. Dans une situation relationnelle particulière, et donc le partenaire, de mon point de vue, doit toujours être dans la boucle, et puis bien sûr socio-culturel aussi, et donc dérouler un programme de prise en charge. Et ça a été dit très bien par Robert, certes c'est une thérapie par l'action, mais en ayant toujours en tête ce travail de détricotage des obstacles, avec la place de l'exercice qui est un moyen, et la place du verbe qui va donner toute la fin à chacune des actions. Je vous remercie. Bravo Mireille. Alors, on fera la discussion à la fin, donc je vais donner la place à la discussion sur l'AMP, puisque si les couples ne se choisissent pas par hasard, si la fragilité des deux partenaires, s'il y a une singularité de la prise en charge, une thérapeutique en action, ou mettons la PMA. Voilà, je vous laisse la parole. Merci bien. Alors donc, vous serez sans doute déçus de ne pas voir Marie Chevret. C'est elle qui devait faire le topo, je vais la remplacer. On a travaillé ensemble le sujet. Elle va mieux, elle aurait presque pu venir, mais voilà, elle a eu quelques ennuis orthopédiques cet été. Alors, en fait, on va être amené à parler de deux choses. Une partie non-indication d'AMP, pour raisons sexologiques, et une autre partie contre-indication de l'AMP pour raisons sexologiques. Enfin, plus exactement, voilà. Donc la non-indication, c'est que la prise en charge sexologique permet d'éviter l'AMP. C'est ce qu'on vient de voir. Vous allez traiter le vaginisme, il y aura peut-être bien plus besoin d'AMP, on l'espère. C'est quand même ce qui va se passer, on espère, le plus souvent. La contre-indication à l'AMP, c'est un petit peu différent. C'est une contre-indication à la grossesse. C'est que l'absence de sexualité est un symptôme d'une situation à risque pour le couple et ou pour l'enfant issu de la prise en charge. C'est ce qu'on va voir et ce qui est peut-être le plus inquiétant dans cette affaire. Alors, le couple n'ayant pas de sexualité, le problème peut être masculin, féminin ou les deux. On a bien vu, on vient de parler longuement du partenaire de la femme vaginique. Effectivement, ce n'est pas n'importe quel partenaire. Les traits pénétrants sont déjà partis. Pour l'homme, la fertilité nécessite toute la séquence sexuelle masculine. Le désir pour avoir une érection, pour pouvoir pénétrer, pour pouvoir éjaculer dans le vagin. Il faut tout. Pour la femme, seule la pénétration est nécessaire pour qu'il y ait une grossesse. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément très agréable dans certaines circonstances, mais il peut y avoir une grossesse à la suite d'un viol. Okay. Donc, les choses sont un petit peu différentes. Alors, effectivement, on parle de vaginisme, c'est pratiquement la seule chose où la femme est vraiment, j'allais dire, bloquante pour la fertilité naturelle. Alors, 4 situations. On va évoquer 4 situations. Le problème de procréation peut se poser dans ces 4 situations. Soit le couple n'a pas de sexualité à cause de l'infertilité. C'est presque le pain quotidien en AMP, mais ce n'est pas forcément très grave. On va voir ça. Deuxièmement, la sexualité n'est pas efficace en termes de procréation parce qu'il y a une dysfonction sexuelle. Donc là, c'est la dysfonction sexuelle qui crée l'infertilité. C'est 5% des causes d'infertilité de couple. Et puis troisièmement, des inhibitions sexuelles partagées. Le couple ne fait rien.
Et puis, il y a le contexte psychiatrique de l'un, de l'autre ou des deux. Alors, ces quatre situations. La première, elle est relativement simple. Le problème est secondaire à l'infertilité. Le couple se bagarre pour avoir un enfant avec tout ce que ça suppose, d'examens complémentaires, 3 jours avant le spermogramme, il faut s'abstenir, et puis il y a le calendrier, les examens, le test postcoïtal, enfin toutes ces choses-là, la courbe de température, etc. C'est vrai que à terme, ça dégoûte un peu de la sexualité pour le plaisir. Surtout que cette sexualité, c'est le jour de l'ovulation. Il faut être prêt. Bon, au bout d'un moment, on s'arrête. Surtout que, à force qu'on nous explique que le spermogramme est mauvais, etc., que ça ne va pas venir tout seul, quand on arrive en AMP, on est un petit peu voilà, dégoûté de la sexualité plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va pouvoir à ce moment-là prendre aide auprès d'un sexologue, un sexologue que l'on connaît, qui est en relation avec les médecins de la reproduction. Alors, il y a aussi la possibilité de gérer le stress de l'infertilité par sophrologie, méditation. Il y a même maintenant sur Internet, on peut, voilà, pour les cas pas trop compliqués, ça peut parfois suffire pour reprendre un petit peu de plaisir. Il faut reconnaître l'importance de s'arrêter de temps en temps avec toute cette médecine de la reproduction qui tue l'amour, reprise d'activités sportives, culturelles, de sexualité ludique, et parfois donc proposer du sunset focus, une prise en charge qui peut aider, voilà, pour reprendre une sexualité qui peut avoir aussi, hein, on a entre deux fives, on a des grossesses naturelles, hein, encore faut-il qu'il y ait une sexualité. Bon, ça c'est pas très compliqué. Deuxièmement, une sexualité non efficace en termes de procréation par dysfonction sexuelle. Donc ça c'est en gros 5% des infertilités de couple où effectivement il n'y a pas de rapport, donc pas de grossesse. Et la demande vient effectivement, on voit les couples venir en médecine de la reproduction pour avoir des enfants, et au bout d'un moment on arrive à comprendre à l'interrogatoire que en fait il n'y a pas de sexualité, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de grossesse. Alors ça peut être vaginisme, vestibulite, ça peut être dysfonction érectile, les deux ensemble, anéjaculation coïtale et troubles du désir secondaire. Parce qu'au bout d'un moment, comme ça ne marche pas, on s'arrête. Alors, quand les troubles sexuels sont secondaires, et à ce moment-là, ma foi, c'est la prise en charge sexologique classique. On va chercher les facteurs médicaux, psychologiques, environnementaux. C'est une prise en charge par le sexologue, un sexologue que l'on connaît en relation avec les médecins de la reproduction. C'est de la sexologie relativement classique qui peut permettre donc de rétablir une sexualité et peut permettre donc de rétablir des possibilités de grossesse naturelle. Alors encore faut-il qu'il n'y ait pas derrière un mauvais spermogramme, etc. Hein, mais ça nécessite aussi une poursuite du bilan qui, du fait des troubles sexuels, n'a pas toujours été possible initialement. Plus ennuyeux, les troubles sexuels primaires, c'est ce qu'on a évoqué, les mariages non consommés, choses comme ça, qui peuvent être à ce moment-là un facteur quand même de sévérité sexologique, mais aussi psychique. Il y a le problème psychologique qui peut être, qui va donner lieu aux troubles sexuels, mais qui peut aussi avoir quelques conséquences sur le fondement de la famille. Avoir des enfants, c'est pas toujours si simple à ce moment-là. C'est presque ce que l'on va évoquer dans la troisième catégorie. Alors, pour cette histoire en relation avec de troubles sexuels qui sont la cause de l'infertilité, il faut se méfier parce que les cas les plus problématiques attendent pour consulter la limite d'âge de la femme. Donc la femme a 40 ans. Et là, il faut y aller hein, parce qu'on sait que ça va... On a un temps limité. Et ça, c'est un problème. Donc on a un risque réel de pression des patients, mais aussi des médecins de la reproduction, pour aller vite. D'accord ? Donc il faut que la sexothérapie soit efficace pour le prochain cycle. Ah oui, non. Voilà. Donc cette pression va venir pénaliser la prise en charge. On se méfie quand même de la demande d'enfants, on parle
plus de désir d'enfant, nous dit Marie, qui peut être un peu sociétal, familial et plus que personnel. Il y a un certain nombre de patients qui arrivent un petit peu forcés par le fait qu'il faut avoir des enfants, par la famille, etc. Là aussi, il y a une pression qui vient se surajouter. Et puis, la société dit bien qu'il faut faire les soins. D'ailleurs, c'est pris en charge à 100%, donc il faut faire les FIV, 4 FIV. 4 FIV sont prises en charge, il faut les faire. Le désir est un petit peu en deçà de tout ça, mais voilà. Alors, si on revient au vaginisme, ça peut être pris en charge relativement simplement, on l'a évoqué, parfois simplement en allant en douceur. Il y a le pénis qui est effectivement très très dangereux. La sonde d'échographie, parfois un peu moins. Alors, c'est pas dans tous les vaginismes, hein, on est bien d'accord, hein, mais on arrive parfois quand même à régler un petit peu des choses et à pouvoir prendre en charge si on est vraiment pressé. Mais c'est vrai que l'indication est la prise en charge sexologique. Il faut savoir que quand il y a une demande de grossesse, bon, c'est parfois un peu une recherche qui est valorisée par la patiente et par le couple, par un peu tout, et bon, bah, c'est le moment de s'y mettre. Hein. Donc, ça faisait longtemps qu'ils vivaient comme ça, on faisait rien, c'est le moment de la prise en charge. Mais bon, dans bien des cas, la prise en charge sexologique spécifique est nécessaire devant l'infertilité, et puis d'autant plus que le gynécologue est quand même un peu embêté. Quand on ne peut pas faire le transfert embryonnaire, on ne pourra pas faire de FIV. Et si on ne peut pas mettre un spéculum, c'est quand même compliqué de faire un transfert. Okay. Donc il y a des fois, c'est complètement bloquant, y compris pour l'AMP. Donc la prise en charge est nécessaire au préalable. Les problèmes masculins, bon, les troubles de l'érection, on peut quand même céder des IPDE5, ça aide pour un certain nombre de patients. Bon, c'est vrai que derrière, il y a souvent aussi le reste de la prise en charge, pas forcément que les médicaments. L'anéjaculation totale primaire, ça c'est reconnu comme une situation particulièrement difficile. Tellement difficile qu'il faut savoir que ça va forcément être au moins très long, voire impossible, et dans un certain nombre de cas, on sera obligé d'aller jusqu'à la biopsie testiculaire et la TZXI pour ce genre de situation. Donc ça se réfléchit. Bon, c'est vrai qu'on va déjà essayer de régler le problème, mais c'est quand même pas facile. L'anéjaculation coïtale, la prise en charge comportementale progressive marche assez bien, avec de la masturbation dos tourné à la masturbation de plus en plus près, et puis si besoin l'auto-insémination, qui peut quand même rendre service quand on est un peu pressé, toujours pareil, hein, pressé par le temps. Ça peut aussi aider tout en parallèle avec la prise en charge sexologique. Troisième situation, inhibition sexuelle totale partagée ou acceptée par l'autre. Alors, il y a des choses qu'on ne saura jamais, parce qu'ils ne vont pas nous dire que c'est une homosexualité non assumée. Ça va pas être, c'est pas en médecine de la reproduction que ça va se dire. Des paraphilies cachées dans le couple, ça ne va pas non plus être en médecine de la reproduction. Des traumatismes infantiles graves, enfants victimes d'agressions sexuelles, d'inceste, enfants placards, enfants témoins de sexualité adulte et de pornographie. Ça laisse des fois des symptomatologies de type aversion sexuelle. Le patient, il a passé son enfance dans un placard. Si sa femme approchait la main de son épaule, ça y est, il était déjà dans un état pas possible. Okay. Et il avait une crainte de toute intimité avec qui que ce soit. C'était, voilà. Donc, compliqué. Hein. Grande névrose obsessionnelle, tout bien propre, et c'est vraiment dégueulasse tout ça. C'est impossible, il faut tout nettoyer, désinfecter, pas possible. Donc là, il y a des prises en charge vraiment lourdes, psychiatriques à faire, pour pouvoir aider ces gens. Et puis, il y a des inhibitions sexuelles qui sont moins sévères, culturelles, religieuses. On a notre couple de maîtres de conférences de sciences physiques, qui ont fait des belles grandes études, qui sont très intelligents, ça, il n'y a vraiment pas de doute, mais pour la sexualité, ils n'ont jamais touché. Lui, il s'est jamais masturbé, et regardez même pas rien, pas de journal un petit peu évocateur, des films porno, de la vidéo porno, mais pourquoi faire? Enfin, voilà.
Donc là aussi, il y a un petit peu du travail à faire. Si vraiment on est pressé, on peut arriver à faire des auto-inséminations. Marie dit l'auto-insémination, en faisant le bébé sous la couette avec un bocal et une éjaculation dans le bocal et puis une seringue, c'est aussi un peu une motivation. Ça permet aussi de voir s'ils sont un peu capables de gérer ce désir d'enfant. Et finalement, c'est peut-être pas si mal de pouvoir proposer. Mais il y a quand même des fois des grandes résistances qui apparaissent. Il faut aller savoir à ce moment-là aller plus loin, et pas forcer trop la nature, peut-être par l'AMP sans y réfléchir. Donc des gens à voir. Et puis quatrième catégorie, les patients psychiatriques. Alors, le patient ou la patiente est suivi et traité en psychiatrie. Il faut prendre contact avec le psychiatre. Son nom est marqué sur l'ordonnance. Il faut informer le psychiatre. Les patients n'ont pas forcément dit à leur psychiatre qu'ils voulaient des enfants et qu'ils vont consulter en médecine de la reproduction. Il faut savoir estimer le risque avec le psychiatre. Alors déjà, il y a le risque d'arrêt de traitement pour éviter les effets sexuels secondaires des médicaments. Donc ça, c'est quelque chose que les patients vont avoir tendance. Ils ont vite compris que leur neuroleptique donnait une anéjaculation et que si on ne prend pas les neuroleptiques, l'orgasme va revenir, etc. Sauf qu'il y a le risque de décompensation psychiatrique du fait de l'arrêt du traitement et aussi du fait de la grossesse. Les situations de grossesse aux différents stades sont difficiles dans certaines pathologies psychiatriques. Il y a des décompensations à ce moment. C'est une période compliquée. Il y a aussi, donc, il faut se méfier des risques pour la grossesse et prendre des avis en pharmacovigilance. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan thérapeutique? On y vient. Et puis, envisager les risques pour l'enfant. L'autre jour, le psychiatre a dit, attention, ce patient, s'il arrête son traitement, il le fait régulièrement, il devient très violent. S'il arrête son traitement quand il aura un enfant, il est capable d'être violent avec ses enfants. Okay, donc, c'est peut-être pas une bonne idée pour ce patient mal observant. Voilà. Donc, il a fallu discuter quand même très clairement avec le psychiatre. Donc, les effets des traitements, il faut trouver l'équilibre entre l'effet primaire du traitement psychiatrique et puis les effets secondaires sexuels des neuroleptiques qui donnent des troubles, en particulier chez l'homme, qui occasionnent en plus une hyperprolactinémie. C'est moins le cas pour les nouveaux antipsychotiques. Les antidépresseurs qui précipitent dans l'anéjaculation un certain nombre de patients, de même pour les opiacés, les anxiolytiques à une moindre mesure. Donc pour ces traitements, il faut... Alors là, on n'a plus que 4 minutes, très bien. Pour ces traitements, il faut trouver un équilibre. En cas de bipolarité, si on s'adresse à des femmes équilibrées à la conception, 85% de rechute dépressive en cours de grossesse si le traitement est arrêté. Donc, il faut quand même... voilà. Alors, pour ça, on a des renseignements assez précis. Le centre de référence sur les agents tératogènes, vous avez l'adresse du site internet, lecrat.fr, va vous indiquer clairement la position de la pharmacovigilance vis-à-vis des traitements. Les traitements ne sont pas forcément contre-indiqués. La preuve, il vaut mieux garder un bon équilibre psychique des patients. On connaît, il y a des choix de médicaments à faire, etc. Donc là, on peut regarder, on a sur les neuroleptiques, les antipsychotiques, les antidépresseurs. Alors par contre, pensons aux enfants de parents psychotiques, bipolaires, toxicomanes. Par qui vont-ils être élevés? Leurs parents, effectivement, ou bien c'est les grands-parents qui vont récupérer un foyer, famille d'accueil, et quel avenir pour eux? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est pas facile, mais ça nécessite quand même réflexion. Donc Marie vous aurez raconté ce qu'elle a vécu quand elle était jeune sexologue. Le professeur Guyotat, on peut le dire, grand maître de psychiatrie, a dit « Marie, voilà, je t'adresse un couple. Bon, ils sont tous les deux en appartement, protégés, ils vont bien, mais bon, pour la sexualité, ils font rien. Il faut peut-être que tu leur expliques un peu, et puis ça leur ferait sans doute du bien.
d'avoir une vie sexuelle. Et donc, en une séance, elle leur expliquait comment on faisait l'amour. Et le professeur Guyotat téléphone à Marie. Marie, tu es une fée, elle est enceinte. Grossesse gémellaire. Super, très contente. Décompensation psychiatrique des 2 membres du couple, 1 mois avant l'accouchement. Les enfants sont à la DAS. Okay, voilà, donc elle s'en souvient encore. Okay, et donc il faut quand même réfléchir à ces situations. On peut aussi se guider un peu de sémiologie subjective. Les patients ne nous disent pas tout. Il faut savoir aussi enquêter un petit peu. Parfois, une sensation d'incompréhension, de mal à l'aise en face des patients vont nous alerter. On peut leur demander quelles sont les hypothèses pour expliquer les problèmes sexuels. Et on peut, si tous les membres de l'équipe qui ont vu le couple trouvent qu'effectivement c'est bizarre, il faut se méfier. Il faut regarder les ordonnances, il faut interroger sur les médecins traitants, les psychiatres traitants, les arrêts de travail, les hospitalisations à l'hôpital psychiatrique. Ah bon, pourquoi? L'invalidité pour maladie psychiatrique, oula, attention. Et ça, c'est pas toujours mis en devant. Les couples viennent pour demande d'AMP. Voilà, découverte par exemple, là encore, une histoire que Marie m'a racontée avant-hier, d'une paraphilie devant un trouble du désir. Trouble du désir, mais elle trouvait que c'était bizarre. Il y avait un trouble du désir masculin, mais voilà. Et puis, comme c'était un trouble du désir, Serge Toleru faisait une étude, Marie téléphone au patient pour l'idée de le recruter. Et puis en fait, le patient a dit, oui, mais vous savez, le trouble du désir, c'est avec ma femme, hein, mais par contre... j'ai du désir très très fort pour d'autres situations. Okay, donc voilà. Donc là, ça s'est trouvé comme ça, mais c'était un peu en cherchant. Voilà, là, c'était un peu par hasard. Donc, pour la prise en charge en AMP, il faut que dans le centre d'AMP, on puisse parler de sexualité, de masturbation, d'éjaculation, de vagin, et de choses comme ça. Donc, en fait, il faut qu'il y ait au moins un sexologue que l'on connaît bien en relation avec les couples, avec le centre d'AMP. Je crois que c'est important. Il faut aussi que les médecins de la reproduction sachent bien qu'un enfant ne va pas guérir les couples en souffrance, en particulier psychologique. Ça ne guérit pas franchement. Alors, c'est vrai que dans la société, la parentalité est un facteur de normalité sociale. Et d'ailleurs, les associations, les gens qui vont aider les patients, par empathie vis-à-vis des patients, même les médecins qui les suivent, vont dire oui, ça serait bien qu'ils puissent avoir des enfants comme tout le monde. Voilà. Mais la même société va être très critique en cas de problème. Okay, imaginez, ah ben ça y est, ils ont fait une fécondation in vitro, et ben voilà, elle a fait la bouffée délirante postpartum et elle a sauté du haut de l'hôpital avec son enfant dans les bras. Les journalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bah oui, mais alors, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont fait une fécondation in vitro pour en arriver là, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Okay, et quelle sera la responsabilité de l'équipe d'AMP, des psychologues, psychiatres qui auraient pu... voilà. Donc il faut quand même se méfier de ces choses-là. Pour contre-indiquer une grossesse, c'est vrai que ce n'est pas si simple. Il faut un psychiatre expert pour arriver à bien se rendre compte de ces difficultés. Donc c'est vrai que dans un monde idéal, on a des publications où, en s'occupant bien des couples à problème, tout va pouvoir se passer. Un couple de toxicomanes en traitement de substitution avec un suivi psychologique, un suivi obstétrical. On va se méfier que l'enfant n'ait pas de syndrome de manque à la naissance, etc. Une unité kangourou, tout peut très bien se passer. On a de belles publications comme ça. Mais dans la vraie vie, certains enfants vont être élevés par leurs grands-parents ou par la DAS. Et puis, il faut absolument qu'on puisse éviter des faits divers dramatiques dont on pourrait être tenu responsable. C'est aussi un peu la mode parfois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer la parole
Audrey Gorin. Donc, dans un domaine un petit peu différent, c'est quand la pénétration devient impossible après un cancer génital. Merci. Bonjour à tous. Alors, je m'installe. Donc, c'est un sujet qui n'est pas très simple à traiter parce qu'il y a beaucoup de données très spécifiques. Et donc, j'ai hésité un petit peu entre le catalogue qui m'aurait pris 50 minutes, 1 heure, et puis un catalogue de généralité, c'était pas simple. Alors, je vais mettre mon minuteur moi aussi en marche. C'est parti. Alors, hop, chronomètre, démarrer. Alors, donc mon sujet, c'est quand la pénétration effectivement devient impossible après cancer génital, et on va reprendre un petit peu certaines données relatives au cancer génital avant de parler de la prise en charge du couple. Donc la prise en charge des difficultés sexuelles après cancer gynéco implique quand même de comprendre leurs problématiques spécifiques qui sont liées à la maladie néoplasique. Donc quelques rappels. Donc le cancer gynéco, ça peut être un cancer vulvaire, le cancer du vagin, le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'endomètre, donc du corps de l'utérus, et puis les cancers ovariens. Jusque-là, tout va pas trop mal. Donc dans le cas de cancer de vulve, on va faire une vulvectomie plus ou moins élargie, avec parfois l'obligation de faire une résection du clitoris, des petites et des grandes lèvres, plus ou moins une résection partielle du vagin, et puis il peut y avoir de la radiothérapie, ce qui peut entraîner évidemment des atrophies vaginales et autres. Alors il faut quand même se rendre compte de ce que ça peut représenter dans la vraie vie. Là on comprend bien que le psychisme a beau être très puissant, le coach, le psychologue et le psychiatre, ils ne vont pas s'en sortir tout seuls dans ce cas-là. Donc là vous voyez bien, on a fait la vulvectomie complète, il ne reste plus grand-chose. Donc dans le cas de cancer vaginal ou de cancer utérin, donc pareil, vaginectomie plus ou moins partielle, hystérectomie qui sera le plus souvent totale. Bon, surtout s'il n'y a pas de projet de grossesse évidemment. Il peut y avoir, c'est fréquemment le cas, une résection ovarienne bilatérale, ce qui va induire évidemment une ménopause qui sera du coup soit chirurgicale, mais qui pourrait être aussi post-radiothérapie dans les suites. Et puis dans les formes localement invasives, dans les cas d'extension digestive et ou vésicale, on peut être amené, enfin les chirurgiens, évidemment c'est pas moi, peuvent être amenés à faire des pelvectomies avec des résections vésicales et ou digestives, et puis parfois des stomies, et qui seront parfois aussi définitives. Donc ça, je crois que Pierre Bontil en parlera demain. Dans ces cas-là, et surtout dans les formes effectivement localement invasives, il y a de la radiothérapie, de la chimiothérapie, qui vont eux-mêmes avoir leurs propres effets secondaires, et notamment sexuels. Donc, dans les cas de pelvectomie, pour encore une fois bien se représenter ce que c'est dans la vraie vie, on peut être amené, les chirurgiens peuvent être amenés à tout enlever. Donc, on voit bien les limites chirurgicales que le chirurgien peut être amené à limiter. Donc, on voit qu'on peut garder le périnée ou pas. Et puis, des fois, il ne reste plus grand-chose. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Donc, à ce stade-là, parler de la qualité de vie sexuelle, c'est un peu compliqué, mais on va y venir quand même. Donc, on voit bien que les facteurs possiblement impliqués dans les difficultés sexuelles après cancer, c'est à la fois des facteurs iatrogéniques, les modifications anatomiques, je crois que vous en avez bien pris conscience, les modifications tissulaires qui seront liées, il peut y avoir des synéchies post-chirurgicales, il va y avoir toutes les modifications radiques liées à la radiothérapie. Il y aura plus, s'il n'y a plus de glandes cervicales, il n'y a plus de glandes vestibulaires, il n'y a plus rien, la lubrification évidemment on oublie. Voilà, il va y avoir la ménopause induite, encore une fois qui sera chirurgicale ou radique. Donc voilà, et puis les effets secondaires de la chimio et autres. Donc tout ça c'est la iatrogénie. Le cancer, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais évidemment ça va aussi induire des bouleversements dans le couple, des bouleversements relationnels conjugaux, on va y revenir. Ça va induire des bouleversements psychiques, la modification du schéma corporel. Là, pareil, avec les images qu'on vient de voir, on se représente bien que le schéma corporel, ça va être un peu compliqué. C'est l'expérience aussi de confrontation à la mort, qui peut réactiver aussi certains souvenirs anciens, des deuils qui ne seraient pas faits, etc.
Et puis la symptomatologie dépressive, anxieuse. Donc à l'évidence, on est souvent loin du lâcher-prise, dans l'incapacité de se sentir attirante ou d'entrer dans des rapports de séduction. Là, quand même, les images que je vous ai montrées, c'était dans les formes, encore une fois, localement étendues. C'est pas tous les cancers non plus. Donc, après ce petit rappel, les données relatives à la sexualité après cancer. Donc, j'ai essayé de ne pas trop m'étendre et de faire simple. Ça, c'est une revue de la littérature qui date de 2012. Je ne sais plus, j'ai pas mis net en plus, je vois pas grand-chose, mais qui était bien faite, qui regroupe 34 articles. Il n'y a pas de données, il n'y a pas d'études prospectives, mais dans ce domaine-là, de toute façon, il n'y en a quasiment pas. Donc, en tout cas, les auteurs concluent à un lien entre cancer gynécologique et difficultés sexuelles, on peut l'imaginer, hein, dans 33 sur 34 études. Mais surtout, on voit que la principale difficulté sexuelle après cancer, c'est surtout de l'ordre des dyspareunies, hein, des douleurs pendant les rapports, liées entre autres aux difficultés de lubrification, bon, les dysorgasmies, la baisse de l'activité sexuelle, mais voilà, retenir que vraiment c'est le rapport douloureux. Donc, l'étude VICAN-2, c'est la vie 2 ans après un diagnostic de cancer, donc qui s'intéresse à tous les cancers, pas uniquement gynécologiques, qui a été publiée en 2014 par l'Institut national du cancer et l'INSERM. Pour faire simple, concernant les cancers gynécologiques, là, pour le coup, 75% des femmes rapportent des difficultés sexuelles après cancer, 2 ans après cancer, donc 2 ans après le diagnostic, et 70% des femmes rapportent des troubles de la libido. Donc voilà, c'est pour que vous ayez un ordre de grandeur un petit peu. Bon, ça, c'est une étude qui retrouve à peu près les mêmes données. Donc les données consensuelles, vous voyez, toutes les études soulignent l'impact délétère du cancer sur la qualité de vie sexuelle. Jusque-là, tout va pas trop mal. La dyspareunie, c'est le symptôme sexuel qui est le plus fréquent après cancer. Donc, le vaginisme secondaire, Robert Porto en a parlé un petit peu tout à l'heure, pourrait survenir donc après un cancer gynécologique selon 2 mécanismes, soit immédiatement après prise en charge du cancer, soit comme complication de rapports douloureux après la prise en charge du cancer. C'est-à-dire des rapports douloureux, on va le voir tout à l'heure, hein, qui induisent un cercle vicieux pour arriver à un vaginisme. En tout cas, dans la littérature qui est dédiée à la sexualité après cancer, on retrouve surtout des données qui sont liées aux dyspareunies, pas au vaginisme. Et j'ai envie de dire que ça reflète assez bien ce qu'on voit en pratique clinique. C'est-à-dire qu'en pratique clinique, on voit des patientes qui arrivent, qui ont des difficultés à la pénétration, qui ont des rapports très douloureux, parfois très difficiles. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, on ne voit pas arriver des femmes en disant « Bonjour, la pénétration est complètement impossible ». De toute façon, évidemment, bon, moi je suis sexologue, mais en amont, il y a eu des prises en charge chirurgicales, de reconstruction et autres. Vous voyez bien, encore une fois, on ne travaille pas tout seul dans ces cas-là. Donc en pratique clinique, voilà, les femmes vont arriver avec cette plainte. Hein, les rapports sont devenus vraiment, non pas désagréables, mais très difficiles, douloureux, et ça va induire pas mal de choses dans la qualité de vie du couple. Et le couple dans tout ça, donc au moment du diagnostic de cancer, vous l'imaginez bien, hein, il va y avoir un déséquilibre brutal de la dynamique du couple. Les rôles vont évoluer au sein du couple. Bon, surtout, enfin moi je me rappelle d'un cas, par exemple, un couple où madame avait une vie extrêmement active, celle qui menait le couple, celle qui était un peu la locomotive et qui faisait tout. Il y a eu l'annonce du cancer, il y a eu la prise en charge, et c'est vrai que ça avait brutalement, et ça posait vraiment souci, ça avait brutalement déstabilisé ce couple qui n'avait jamais eu l'habitude de fonctionner sous d'autres modalités. Et puis voilà, ce qu'on voit souvent aussi, c'est des relations soignants-soignés, hein, qui se mettent en place progressivement dans le couple. Donc les capacités d'adaptation vont être mises à rude épreuve dans les couples où il va y avoir un diagnostic de cancer, la prise en charge de cancer, les accompagnements, les chimios et tout ce qui s'ensuit. Quand on s'intéresse justement à que deviennent les couples dans cette épreuve-là, donc là, c'est une étude donc, qui a été publiée en 2008, hein, sur le volet recherche plan cancer 2003. Donc c'était en France, qui montrait que la relation de couple souvent était préservée. Il y avait une détérioration relationnelle dans à peu près 7% des cas. C'est ce qu'on retrouve, hein, dans les données de la littérature. Dans 37 à 40%, il y avait un renforcement du couple, et dans 55% des cas, pas de différence. Il y avait un lien dans cette étude statistiquement significatif entre le renforcement du couple
et un partenaire qui était vécu comme soutenant. Un lien aussi avec l'activité sexuelle régulière. Alors ça, je me méfie toujours de ce genre de données. Hein. Si vous voulez que votre couple soit fort, faites l'amour et puis vous verrez, ça ira mieux. Donc en plus de toutes les épreuves à traverser, il y a en plus cette pression-là qu'on ne doit pas mettre surtout. Il y avait aussi un lien entre renforcement du couple et la satisfaction de l'information qui était délivrée par les soignants au niveau de la qualité de vie sexuelle. On va y revenir. La séparation, parce que ça peut arriver, en général, était lié aux difficultés relationnelles antérieures au diagnostic de cancer. C'est-à-dire que le couple allait mal, il y a eu une épreuve, et puis séparation. On revient sur l'étude Viken 2 qui a été publiée en 2014, toujours pareil, la vie 2 ans après diagnostic de cancer, qui retrouve les mêmes données. Hein. Le couple est préservé après diagnostic de cancer dans la plupart des cas, pas la sexualité, et pareil, hein, les ruptures interviennent principalement dans les couples ayant des difficultés déjà existantes. Donc, pour fermer un petit peu ce volet-là, sur les facteurs prédictifs de la santé sexuelle après cancer. Donc, encore une fois, il va y avoir les facteurs qui sont liés à la maladie, à son traitement. La qualité de vie sexuelle ne sera pas forcément la même en fonction du type de cancer, mais surtout en fonction du type de traitement et en fonction d'une prise en charge oncosexo spécifique ou pas. Il va y avoir bien sûr des facteurs sexologiques. Quelle était la qualité de vie sexuelle avant le cancer, évidemment. Mais surtout, ça c'est très important, quelle a été la durée de l'abstinence. Est-ce que le couple qui vient vous consulter ne s'est pas touché, n'a pas eu de rapport, n'a pas eu d'intimité pendant plusieurs années? Ça arrive des fois de voir arriver des couples longtemps après le cancer. Ou est-ce que l'abstinence a été de quelques semaines, de quelques mois? Donc il va y avoir aussi un facteur pronostic qui sera lié à ça et qui implique, on va le voir un petit peu plus tard, d'essayer de maintenir vraiment le lien physique. Hein, pas la pénétration forcément, mais par contre une intimité, un contact physique, des massages et autres. Dans les facteurs prédictifs de la santé sexuelle après cancer, il y aura évidemment des facteurs relationnels, mais aussi des facteurs psychiques. Je ne peux pas faire l'économie de discuter de ça, évidemment. C'est tout ce qui est de l'ordre de la symptomatologie, donc on l'a vu, anxio-dépressive, réactionnel parfois au trauma ancien, et puis il va y avoir aussi tout ce qui est de l'ordre des bouleversements du rôle social. Quand on a un cancer, le plus souvent, on s'arrête longtemps, on est dans les hôpitaux, on ne voit plus forcément d'autres personnes que justement le personnel soignant ou d'autres personnes malades. Donc vraiment, au niveau des repères sociaux, ça va bouleverser beaucoup de choses. Alors pourquoi on s'y intéresse? C'est notamment lié à l'augmentation de la survie. Hein, le cancer devient une maladie chronique et la qualité de vie devient un indice de la qualité des soins. Alors vous voyez, on pense tout le temps à notre qualité de vie, même dans l'après, c'est formidable. Donc sur le plan, alors maintenant qu'effectivement on a des moyens thérapeutiques de plus en plus efficaces pour augmenter la survie, on axe la prise en charge aussi, et ça c'est le plan cancer 2014-2019, mais c'était déjà dans les plans cancer avant, sur la qualité de vie. Donc il y a 4 axes dans le plan cancer 2014-2019, dont préserver la continuité et la qualité de vie. Pareil, il y a 17 objectifs dans ce plan cancer, et le 9e objectif est intitulé « Diminuer l'impact du cancer sur la vie personnelle ». On s'y intéresse aussi pourquoi? Très très rapidement, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des facteurs non purement médicaux qui vont entrer en jeu dans le pronostic des cancers. Hein, là, on voit qu'effectivement, quand on a une vie conjugale stable, épanouissante, des choses comme ça, quand il y a du soutien, le pronostic du cancer peut évoluer. Alors, quelle est la demande des patientes concernées? Vous allez me dire, non mais les patientes, elles n'ont pas ça en tête. La qualité de vie sexuelle, c'est pas franchement leur préoccupation. En tout cas, on peut avoir ce genre d'idées reçues. Ça, c'est une étude qui s'est intéressée aux soins de support, hein, donc tout ce qui vise, encore une fois, à améliorer la qualité de vie pendant la période du cancer et après. On a posé la question, 6 mois après le diagnostic,
à des patientes. Quels sont dans vos soins les besoins que vous auriez eus, que vous avez eus et qui n'ont pas été remplis? Sur quoi les soignants peuvent progresser? Et on voit que dans les 10 items de réponses qui reviennent le plus souvent, il y a quand même 3 items qui concernent vraiment la question de l'intimité, de la sexualité, de ne pas avoir été suffisamment informé au moment du diagnostic et même après, des changements qui allaient s'opérer dans la vie personnelle, dans la vie intime, dans la vie sexuelle. Donc c'est une demande forte. Ah, il me reste... Hop, alors, quelle prise en charge proposer? Alors, moi, je me suis quand même posé la question à un moment de est-ce que dans la question de la prise en charge, on va, dans les options qui peuvent être proposées pour la prise en charge du cancer gynéco, s'intéresser à la qualité de vie sexuelle? Donc, j'ai posé la question à mon mari qui est chirurgien onco et qui m'a dit, mais pour le chirurgien onco, c'est pas une priorité. Donc ça, on oublie. Hop, donc c'est une généralité, mais vraiment, c'est oser aborder spontanément la question de la sexualité avec les patientes et avec le couple. On se dit, ils sont dans autre chose, ils sont dans la mort, ils sont dans l'anticipation du pire. Pourquoi j'irais parler de sexualité? Donc c'est quand même, voilà, ça paraît être une généralité, mais c'est pas une évidence. J'ai sauté une slide qui montrait bien que parmi les patientes qui ont un cancer, seulement 10% avaient parlé de sexualité avec le personnel soignant, pour 5% à peu près d'entre elles à l'initiative du personnel soignant, et les 5 autres pourcents avaient donné l'initiative et allaient spontanément aborder la question. Et pour le reste, il y avait des femmes, 25% à peu près, qui ne voulaient pas en parler, certes, et puis pour toutes les autres, personne n'avait parlé de sexualité. Alors ça, c'est le référentiel de l'AFSOS, hein, l'Association française pour les soins de support, qui a fait un référentiel, donc Pierre Bondil et Daniel Abold, qui est très bien fait, et qui pose la question de qui aborde la question de la sexualité, quand, à quel moment et comment. Donc je vais essayer de faire vite, mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que dès le diagnostic, et pour légitimer la démarche d'améliorer la qualité de vie et de parler de l'intimité, et que ça fait partie de la prise en charge, il faut pouvoir en parler dès l'annonce, même si on sait bien que parmi toutes les informations qui sont données à l'annonce, il y en a une très grande majorité qui passe à l'as, et qu'il y a un moment de sidération psychique où la personne n'est pas forcément capable d'entendre. Pour autant, il faut commencer à en parler dès le départ, mais aussi pour ne pas laisser s'immiscer entre les deux conjoints une troisième personne qui serait le cancer. Hein. Encore une fois, de prévenir un petit peu les difficultés sexuelles qui seront secondaires au traitement du cancer. Donc, à quel moment on en parle? Voilà, à l'annonce, pendant le traitement, à la sortie du traitement. Alors, qui doit en parler? Encore une fois, c'est chacun à son niveau, à la fois les oncos, les chirurgiens, le médecin généraliste, les infirmières, les kinés, vraiment toutes les personnes qui sont impliquées dans la prise en charge et dans les soins de support. Voilà, vous pouvez trouver de toute façon le référentiel sur Internet. Donc voilà, chacun à son niveau, en restant, et ça c'est extrêmement important, dans sa compétence et dans sa légitimité de soignant. C'est-à-dire, ça implique aussi d'avoir un réseau et de savoir qui peut répondre à ce moment-là de façon la plus adaptée aux besoins qui se posent. Donc ça, ce sont des grands principes, hein, mais en toute première ligne, c'est-à-dire que quand le patient veut parler, la patiente, si c'est une infirmière, voilà, d'avoir des choses un peu bêtes, mais de créer un espace de temps et de parole. Le temps, c'est pas toujours facile dans ces prises en charge. Laisser la place aux questions ouvertes, hein, pas forcément abreuver toi-même de questions ou d'informations. Plutôt que de sexualité, au départ, c'est vraiment la question de l'intimité, encore une fois, et de garder du lien, de garder du contact physique pendant tout le temps de la prise en charge. Ça peut être par des massages, ça peut être par autre chose. Et puis, donc ça, c'est vrai que Pierre Bondil insiste toujours là-dessus, parler de santé sexuelle, de rééducation sexuelle, pas forcément de sexe. Voilà, donc là encore, je l'ai mis en restant dans sa compétence, dans sa légitimité, en sachant renvoyer vers le médecin, l'onco, etc. Donc le rôle du partenaire est capital, alors que le partenaire est souvent absent ou mis à l'écart. Il y a beaucoup d'angoisses non formulées, parfois l'envie de fuir. Mais en tout cas, c'est primordial d'aborder les questions de la sexualité dès les premières consultations avec, encore une fois, le couple.
Donc là, ce sont des choses qui ont déjà été dites, donc ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais évaluer la demande et les objectifs de soins du couple dans cette prise en charge très spécialisée. C'est d'abord une évaluation, ça prend du temps, mais comme le disait Mireille, les couples souvent arrivent à la deuxième consultation déjà soulagés d'avoir eu un moment, encore une fois, d'écoute et que ça ait pu sortir du couple. Quelles sont les attentes du couple, cet objectif dans la prise en charge? Et là, il faut bien se méfier des attentes irréalistes. On veut qu'au niveau sexuel, ça redevienne comme avant. Ben non, ce ne sera pas forcément possible. Donc ça, c'est important. Dépister aussi les fausses croyances. Moi, je me rappelle d'une dame qui était venue accompagnée de sa mère. C'est sa mère qui avait pris rendez-vous. Elle disait à sa fille, mais si tu fais pas d'efforts, ton mari, c'est pas compliqué. Il va aller voir ailleurs. Et puis après, il va se barrer. Hein. Donc, elle avait traversé le cancer, etc. Et là, elle venait dans cette fausse croyance de il faut que j'ai des rapports à tout prix, il faut que la pénétration soit possible à tout prix. Évaluer la dynamique et la qualité relationnelle du couple. Encore une fois, si le couple arrive en disant on a des rapports douloureux, il ne s'agit pas de dire prenez une crème, ça va aller mieux. Il est difficilement envisageable de prendre en charge une dysfonction sexuelle après cancer dans un couple qui dysfonctionne. Donc on va déjà s'atteler à ça. On parlait tout à l'heure des rancœurs, des blessures, de la colère. Pareil, moi je me souviens d'un couple qui était venu, beaucoup de colère. En fait, il y avait eu un coup de canif dans le contrat et le mari était allé voir ailleurs pendant une séance. En plus, je me rappelle très bien, pendant une séance de chimio, elle le racontait comme ça, il était allé voir sa maîtresse. Et voilà, il y avait énormément de colère. Comment retrouver une qualité de vie sexuelle dans ce contexte? Il y a quand même tout ça à dépister et à prendre en charge pour aider ensuite à la résolution des difficultés sexuelles. Parfois, on peut proposer une approche psychologique individuelle à l'un ou à l'autre des conjoints, parfois aux deux, mais avec des thérapeutes dans ce cas-là qui seront différents. Alors, on parlait tout à l'heure de bien accompagner le maintien aussi de l'intimité de la sexualité pendant la maladie. Par contre, attention à ne pas tomber dans le piège de dire si c'est important de continuer les rapports si les rapports sont douloureux. C'est le cercle vicieux, on en a déjà parlé. Là, dans ce cas-là, encore une fois, il y a la ménopause induite, il y a l'atrophie vaginale, la sécheresse vaginale, une libido en berne, et il va y avoir le cercle vicieux des rapports douloureux dont on a déjà parlé. L'absence de plaisir, l'anticipation négative des rapports suivants, peur, crispation, tout ça qui va effectivement majorer le risque de vaginisme secondaire. Donc on interdit les tentatives de pénétration, c'est hyper important. Et on va utiliser là aussi les techniques inspirées du Sunset Focus, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Juste les approches médicales des atrophies sécheresse vaginale post-cancer, l'œstrogénothérapie locale peut être préconisée et elle est efficace, c'est démontré. Dans les cas d'atrophie vaginale, il n'y a pas de consensus concernant leur indication ou pas dans les cancers hormonodépendants. On peut avoir recours au lipofilling, les réinjections de graisse autologue, l'injection d'acide hyaluronique, les lasers CO2 qui vraisemblablement marchent très bien. Brice Gurier, qui est passé maître en la matière, vous en parlera cet après-midi, je crois. Sachez quand même qu'après radiation pelvienne, les dilatateurs vaginaux constituent la seule option thérapeutique qui ait démontré son efficacité dans l'evidence-based medicine. La restructuration du schéma corporel, je crois qu'après les photos que vous avez vues en début de topo, ça ne fait aucun doute. Ça avec kiné, sage-femme, pour la rééducation périnale, pour se réapproprier son corps qui quand même a été mutilé, pour la survie certes, mais qui a quand même été mutilé. Les méthodes de relaxation, on en a un petit peu parlé. Au-delà de la résolution du symptôme sexuel, il s'agit aussi de promouvoir une sexualité moins pénétrante, mais qui peut être vécue comme aussi satisfaisante. C'est pas parce qu'il y a des rapports douloureux, du vaginisme ou autre, qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles satisfaisantes. La question, ce sera d'aider le couple à réfléchir aux motivations pour les rapports sexuels. Est-ce que c'est avoir de l'intimité, du plaisir, de la connivence, de la proximité, un sentiment d'être désiré, d'être aimé? Est-ce que c'est pour les vertus anxiolytiques du rapport sexuel? Et comment maintenir une expérience sexuelle qui remplisse ces valeurs malgré la persistance de difficultés à la pénétration et de problématiques de vaginisme. Il faut quand même savoir que ce sont des prises en charge hyper compliquées, vous l'aurez compris, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, et que seuls 15% des couples accepteraient et parviendraient à renégocier leur sexualité, parce que c'est souvent de ça dont on parle, c'est le deuil de la sexualité d'avant, en tout cas quand elle était épanouissante, et comment on renégocie, on redécouvre une sexualité différente.
Attention toutefois à ne pas tomber dans le sexuellement correct. Hein. Des fois, on voit en une des magazines faire l'amour, ça aide à guérir du cancer. Donc, on ne va pas essayer de faire l'amour pour guérir de son cancer, quoi, hein. La sexualité sanitaire, ce n'est pas forcément ce qui est à préconiser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Audrey-Gorin. Alors, je suis désolée, mais on a pris beaucoup de retard et on a eu des orateurs extrêmement brillants ce matin. Et ce que je vous propose, c'est de discuter avec les orateurs autour du lunch qui va vous être servi maintenant, de façon très conviviale. Ça sera aussi porteur. Merci beaucoup. On vous retrouve au lunch.